Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je voudrais faire mienne cette réflexion de Nelson Mandela. Je cite: « Au cours de ma vie, je me suis consacré à la lutte de mon peuple. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai défendu l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J'espère vivre pour réaliser cet idéal, mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Fin de citation. Chers compatriotes, en dépit des potentialités naturelles énormes, notre pays, le Gabon, ne jouit que d'une stabilité politique, économique et sociale de façade. En effet, comme s'interroge d'ailleurs à juste titre le juge Eva Joly, je cite, « Le Gabon est-il ce pays riche qui exporte plus de 13 milliards de dollars de pétrole par an, soit 6 milliards de francs CFA, qui a un PIB par habitant largement au-dessus de la moyenne africaine, 6 397 $, soit plus de 3 millions de francs CFA, ou ce pays pauvre, où l'espérance de vie est fixée à 55 ans pour les femmes et 53 ans pour les hommes, ce qui leur laisse un an de moins que les Malgaches nés sur un sol sans pétrole. » Vous comprenez finalement que, à travers ces chiffres, les Gabonais ne jouissent pas réellement des revenus de leurs matières premières et principalement ici du pétrole. Comment comprendre que le Gabon, 84e pays le plus riche au monde, s'agissant du produit intérieur brut par habitant, se retrouve classé 124e pays sur 177 pays à l'indice de développement humain? Vous comprenez que ce sont des indices qui reposent sur la qualité de vie des habitants d'un pays. Comment expliquer que notre pays, 49 ans après son indépendance et 42 ans après l'accession d'Omar Bongo au pouvoir, ne dispose que de 1243 km de routes bitumées hors voirie sur un réseau routier national de 9170 km, soit un pourcentage famélique de 13%. En 42 ans de pouvoir, le PDG n'a-t-il pu construire que 25 km de route par an en moyenne? Chacun d'entre nous le sait, rien qu'à se rendre à l'intérieur de notre pays, quand vous partez d'un département à un autre, vous franchissez des zones impraticables. Vous franchissez des zones qu'on peut qualifier des routes d'éléphants. Dans le monde, comment expliquer et comment accepter que notre pays ait en Afrique subsaharienne la plus basse densité de routes, soit 41 km de route pour 1000 km²? Comment expliquer, comment admettre que dans un pays producteur et exportateur de pétrole, le gaz ne serve que de façon très marginale à la production de l'énergie? Comment imaginer qu'un pays qui dispose de nombreux cours d'eau et qui dispose d'énormes potentialités hydroélectriques ne puisse pas couvrir convenablement la demande énergétique et hydraulique du pays? Je crois que ces phénomènes, on ne peut plus les expliquer aux Gabonais parce que pendant de longs mois, nous subissions des alternances, nous subissions des coupures intempestives dans notre pays. Comment admettre que dans un pays aussi riche et aussi peu peuplé, 60% de la population vive en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'1 $ par jour,
Vous comprenez finalement, chers compatriotes, qu'avec des chiffres que nous avons cités tout à l'heure plus haut, nous ne puissions pas expliquer pourquoi un Gabonais peut vivre aujourd'hui avec moins d'$1 par jour. Où vont les milliards qui proviennent de la vente du pétrole? Comment comprendre que dans un pays aussi riche, plus de 23% de la population active soit au chômage? Peut-on dire aujourd'hui que l'effort du gouvernement ne soit pas suffisant pour créer des métiers, pour lancer des travaux qui puissent absorber ces 23% de la population, de notre population qui est mise au chômage et qui est obligée de vivre en parasite chez les parents. Vivre en parasite chez les parents. Nous disons, nous au Morena, qu'il faudra que nous lancions des grands travaux dans ce pays, ces grands travaux qui pourront permettre à ces chômeurs de pouvoir retrouver du travail, qui pourront permettre à notre pays de pouvoir s'engager dans la voie du développement. Et en somme, qu'est-ce que l'exploitation du pétrole, du manganèse, du bois, de l'uranium et de bien d'autres richesses aura apporté aux Gabonais pendant 42 ans de dictature de PDG? Et pourtant, que d'avertissements ont été donnés au pouvoir PDG afin qu'il change de direction. Le mouvement de redressement national Morena, au péril de la vie de ses fondateurs en 1981, attirait déjà l'attention à travers le livre blanc de la communauté nationale et internationale sur les dérives de ce système. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis membre fondateur du mouvement de redressement national. Ce parti dont certains parlent avec beaucoup de légèreté aujourd'hui, ce parti dont les fondateurs ont pris le risque de poser les problèmes fondamentaux de la gestion de ce pays. Et ce parti que le pouvoir a essayé de diviser. De diviser, nous le savons tous, il faut diviser pour mieux régner. Le pouvoir a tout fait pour que le Morena soit mis en miettes, pour qu'en face de lui, il ne puisse pas avoir une alternative, pour empêcher qu'il y ait une alternance politique qui peut permettre au peuple gabonais de respirer. C'est le PDG qui a tout fait pour qu'aujourd'hui, le Morena puisse apparaître comme un parti marginal. Nous avons plusieurs partis qui sont issus du mouvement de redressement national. Il a suffi que ces personnes acceptent d'entrer dans la majorité présidentielle pour qu'on leur donne des moyens et pour qu'on donne l'impression que ces partis sont mieux que le mouvement de redressement national. Mais ce mouvement vivra toujours, il combattra toujours pour le peuple gabonais. N'en déplaise à certains, le PDG et ses satellites n'a plus de ressort et ne peut plus rien proposer de neuf à une population désabusée qui sait que seul le changement véritable pourrait le sortir de l'abîme et du désespoir dans lequel elle est empêtrée. Cette alternance, ce changement ne peuvent être incarnés réellement que par le mouvement de redressement national. Certains ont pu dire dans certains endroits qu'il fallait que nous puissions avoir une expérience, mais laquelle? L'expérience de 42 ans. L'expérience de 42 ans de pouvoir dont les résultats sont catastrophiques. Chers compatriotes, le 30 août prochain, la Providence vous offre l'opportunité de donner une sanction politique sans appel aux responsables de cette déroute économique, politique et financière et sociale. Ce jour-là, le peuple gabonais devra prendre ses responsabilités devant l'histoire en portant pour la première fois au pouvoir un homme neuf, un homme intègre et compétent, capable de traduire très rapidement en actes les aspirations de progrès du peuple gabonais. Mon programme s'articule autour d'un triptyque
cohérents et complémentaires, moralisés, modernisés, anticipés. Nous voulons moraliser la vie publique pour que plus jamais une famille, un clan, une maison ne puisse s'accaparer des richesses du Gabon aux grandes dames du peuple gabonais meurtri. Nous voulons réintroduire les valeurs morales dans la société, le goût de l'effort, le sens de la responsabilité, le respect du prochain et des institutions, un fort sentiment d'honneur et de dignité. Nous voulons moderniser ces institutions et notre administration afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle pour garantir l'exercice des libertés et créer les conditions d'un développement économique et social au profit de tous. Nous voulons engager le peuple gabonais dans un projet d'avenir en mettant tous les moyens disponibles à la disposition de l'épanouissement de notre jeunesse. Tous les enfants du Gabon ont droit à une éducation de qualité. Tous les enfants du Gabon ont le droit d'être heureux. Tous les enfants du Gabon ont le droit de vivre, d'être bien soignés et protégés. Tous les enfants du Gabon doivent être accompagnés de manière attentive et bienveillante. Ainsi, ils pourront se positionner avantageusement et tirer profit de toutes ces opportunités qui se présenteront à eux au cours du XXIe siècle de connaissances qui s'annoncent à eux. Voici mon ambition pour le Gabon. Je compte sur vous pour la réaliser avec vous. Que vive le peuple gabonais, que vive le Gabon. Je vous remercie. J'ai deux petites préoccupations. Toutes les fois que je vous entends parler, j'ai vraiment l'impression que le problème des loges et des relations franco-gabonaises est vraiment un cheval de bataille pour vous. Et à l'allure où vont les choses, j'ai tendance à vouloir vous dire que vous ne gagnerez jamais ce combat. Quelques informations comme ça, de sources sûres et même très sûres. S'il faut parler des loges, je vous annoncerai, selon une source très sûre, que le nouveau chef de l'État vient d'être encore intronisé grand maître des loges maçonniques du Gabon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, moi j'ai envie, plutôt tendance, de vous amener, effectivement, à amener votre combat ailleurs. Parce que sur ce point-là, vous risquez de ne jamais le gagner. Et l'autre préoccupation, vous venez de l'annoncer tout à l'heure, le Morena, on l'a connu dans le passé avec plusieurs députés. Et nous, au sortir de cette élection présidentielle, le Morena s'est encore fait connaître de la plus belle manière par un acte courageux que vous avez posé. Alors, dans le cadre de vos perspectives, il y a des élections partielles qui arrivent. Il y a les élections législatives qui arrivent également. Est-ce que sur ce point, vous pouvez nous dire brièvement ce que vous comptez réellement faire pour mettre le Morena en place? Merci Jean-Claude. Je crois que vos questions sont très pertinentes et méritent des réponses très claires. Il faudrait que vous reteniez que l'UPNGONO ne mène pas une lutte contre les francs-maçons, ou les Rosicruciens, ou les temples, ou tout autre associé aux loges maçonniques. Il faudrait que vous fassiez extrêmement attention dans l'interprétation des faits. Nous disons que ces structures existent. Et ce sont ces structures qui dirigent notre pays. Et ce pays a des richesses. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi
ces milieux détenant le pouvoir, ils ne développent pas le Gabon. Ça, c'est notre question à nous. Puisque notre combat politique recherche le bonheur du peuple gabonais. Mais moi, je suis obligé de poser des problèmes assez clairement. Si on me dit, j'ai des obsessions pour la France, je dis oui. Oui, la France a déclaré officiellement que le Gabon était indépendant. Mais pourquoi c'est la France qui met Léon Mba au pouvoir, qui donne le pouvoir à Léon Mba? Pourquoi c'est la France qui donne le pouvoir à Bongo? Pourquoi c'est la France qui donne le pouvoir à Ali Bongo? Alors qu'on nous dit que nous sommes indépendants. Écoutez, mais nous sommes en train de nous poser les questions. Pourquoi un chef d'entreprise français va déclarer aux médias français qu'ils ne peuvent pas accepter que n'importe qui accède au pouvoir au Gabon? Est-ce qu'il appartient aux responsables des sociétés françaises de voter les chefs du Gabon? Il est mort. Et d'une manière assez extraordinaire. Il accompagne un de ses amis. Il y a un minibus qui arrive, qui cogne un taxi qui avait devant lui. Le minibus fait le tonneau et vient l'écraser sur le trottoir. Il descend. Et il est parti. Alors nous sommes dans un pays où on apporte des richesses sans que personne ne puisse s'en inquiéter. Voilà pourquoi je dis à mes frères qui sont là-bas, M. Jean-Claude, mon ami, je leur dis, mais comment, vous qui avez le pouvoir, ce n'est pas le fait d'être dans les loges, mais enfin je dis, ceux qui ont le pouvoir, vous aussi vous êtes là-bas. Dans notre pays, c'est vous qui sauvez les peuples. Mais pourquoi le peuple gabonais peut se retrouver dans des conditions comme ça? Au lieu d'être contre eux, mais je leur fais un appel de patriotisme. En Europe, les francs-maçons ont fait beaucoup de choses, et de bonnes choses. Mais je vais même vous dire que ce n'est pas comme on a choisi d'autres ici. Mais ils font d'autres choix politiques qui répondent aux aspirations. Et pour moi, ce n'est pas aller contre l'autre, j'ai quelle force. Mais je dis, de par le souci qui m'anime, de voir également ce pays se développer. Demain, je pars, et ils sont partis. Est-ce que nous allons laisser et le pays, et les enfants, et les petits-enfants continuer à vivre dans ces conditions? Le pays, sans route, sans hôpitaux, sans... Enfin, à moins que nous puissions faire l'Autriche. Bon, vous avez évoqué le deuxième problème, c'était... Le problème de la grève par rapport à cette déclaration. Mais je tiens à vous remercier, mais moi je crois que les gens cherchent l'échappatoire. Les problèmes posés par la CONACYCED existent depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, ce n'est pas la CONACYCED qui en est victime. Tous les secteurs administratifs au Gabon ont des fonctionnaires qui travaillent sans percevoir leur juste salaire. On parle de la CONACYCED aujourd'hui parce que, en tant qu'enseignants, ils constituent une force. Bien, alors là, on va passer au dernier volet de ce débat. Il s'agit de la diplomatie. Sylvestre Mundunga. Bonsoir, Monsieur Luc Bengonsi. Bonsoir, Monsieur Mundunga. Vous arrivez au pouvoir après cette élection présidentielle anticipée. Quel rôle assignez-vous à la nouvelle diplomatie gabonaise? Elle est nouvelle en quoi? Parce que vous accédez à la magistrature suprême. Voilà. Ah, d'accord. Je vous l'accorde. Mais je vous dirais que pour moi, la diplomatie gabonaise ne sera pas nouvelle compte tenu et des accords et tout ce qui existe avant que nous n'arrivions. Mais la première des choses à faire, c'est de savoir quels sont les intérêts du Gabon.
parce que je suis président de la République gabonaise, je défends les intérêts du Gabon. Donc, dans les relations qui existent entre le Gabon et les différents pays, je vais voir quels sont les intérêts que mon pays, que mon peuple peut retirer de ces relations. Nous prenons la France, qui est le pays colonisateur. Mais je dirais qu'il faut revoir beaucoup de choses. Vous pensez à quoi particulièrement? Je pense d'abord à la souveraineté. Il faut que la France accorde au Gabon la souveraineté. N'est-elle pas aujourd'hui... Non, elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'on appelle la souveraineté dans un État? C'est ce pouvoir qui est donné au peuple de pouvoir choisir ses dirigeants. Vous voulez dire que c'est la France qui impose les dirigeants au peuple? Mais bien sûr, comment? Vous ne le savez pas? Par quel mécanisme, Monsieur Moulouga, vous ne le savez pas? Mais non, pas vous vous adressez à vos électeurs. Mais non, c'est vous qui me posez la question. Mais justement, c'est les préoccupations du peuple. Mais oui, moi, qui va vous élire le j'affirme à haute et intelligible voix que c'est la France qui impose les dirigeants au peuple gabonais. C'est la France qui a placé Léomba à travers l'action des forestiers. Les forestiers français, voulant continuer à exploiter le bois gabonais, avaient donné 800 000 francs à Léomba. Léomba, à l'époque, avait demandé à Léomba de signer un papier leur donnant l'entière liberté d'exploiter la forêt gabonaise. Léomba n'avait que 8 députés au sortir des élections, 8 députés sur 40, mais ils ont réussi à rallier à Léomba les 12 indépendants et ils ont obtenu du groupe de Obama un député, parce que l'UDSG avait au sortir des urnes 20 députés sur 40. Donc les forestiers ont réussi à débaucher un député de l'UDSG et l'ont donné à Léomba. Léomba, qui avait 8 députés, se retrouve avec 21 députés. Ne peut-on pas dire là que c'est la France qui a placé Léomba? Ça, c'est vous-même qui l'affirmez. Hein. Mais je l'affirme en fonction de ces données. Si vous doutez un tout petit peu, vous prenez un peu Maurice Robert, ministre d'Afrique, il le rappelle que Léomba était l'obligé des forestiers, parce que ce sont eux qui lui ont donné le pouvoir. Et ce Maurice Robert affirme également que ce sont les réseaux français qui ont donné le pouvoir à Omar Bongo à l'époque, Albert Bernard Bongo. Bien, maintenant vous remettez en cause ce système de cooptation, si je parle comme ça. Voilà. Vous entendez faire quoi exactement? Mais je voudrais que le peuple gabonais ait la possibilité de choisir librement ses dirigeants. Ça veut dire que vous allez renégocier les accords avec la France? Pardon? Vous voulez renégocier donc les accords avec la France? Parce que la France ne le fait pas officiellement, malheureusement, en dehors du cas de Léomba qui s'est fait au vu aussi de tous. Mais le cas du président Bongo, bon, nous avons des éléments qui donnent. Ces éléments, nous les avons mis à la disposition du gouvernement gabonais. Le gouvernement gabonais, nous avons adressé la correspondance au Premier ministre. Nous avons adressé la correspondance au corps constitué en leur disant voilà ce qui se passe réellement dans ce pays. Mais il ne faudrait pas que ça continue. Nous avons même adressé les mêmes documents à l'ambassade de France pour protester contre ce phénomène. Ce n'est pas parce que la France veut disposer de nos richesses qu'elle peut nous empêcher d'avoir nos dirigeants. Très bien. Et nous disons aujourd'hui que cela ne doit pas continuer parce que nous regrettons que à peine le président Bongo mort, la France commence à dire que le successeur inévitable, c'est son fils. Mais il s'est basé elle se base sur quoi? Et jusqu'aujourd'hui, ils tiennent à peu près le même langage. Nous sommes un pays souverain, non? De quoi la France se mêle en tenant un tel langage? Moi, je tiens à diriger le Gabon. Il ne faudrait pas que la France m'empêche de diriger le Gabon. Bien, ne vous fâchez pas, monsieur. Je ne me fâche pas, mais c'est une manière de m'exprimer. Il ne faut pas vous fâcher, sinon les Français vont aussi se fâcher. Mais vous imaginez, monsieur Koumba, ils partent de 630 soldats. 630 soldats, il y a au début de l'année, à 6000 soldats. Est-ce que vous pourriez diriger le Gabon? À la base de... Mais ils sont dispersés partout. Mais donc, 6000, on ne sait pas où est le danger. Est-ce que les Gabonais
ont décidé de s'en prendre à eux. Nous disons que nous ne voulons pas des relations de domination. Nous voulons des relations de partenariat, où il y a le respect réciproque. Seriez-vous donc pour la fermeture de cette base? Mais nous l'avons déjà fait quand nous avons adressé un mémorandum au président Sarkozy quand il était ici en 2007, en lui disant que la coopération signifie la réciprocité. Et où en est le dossier? Mais vous savez, assez souvent, on fait semblant de n'avoir rien reçu. Quand bien même l'ambassadeur de France de l'époque qui était là nous a rassuré qu'il a transmis les dossiers et qu'il disait que nous aurons la réponse appropriée le moment venu. Mais je crois que la réponse appropriée, c'est cet effectif qui passe de 630 à 6000. En matière d'intégration régionale, oui. Le fonctionnement des institutions irrelatives sont-elles conformes à vos projets? Ben, là, pardon. En matière d'intégration régionale, oui. Est-ce que le fonctionnement des institutions irrelatives sont conformes à vos projets de société? Bon, merci. Je voudrais également dire que les relations que nous établirons avec le reste du monde devront être basées sur le principe de gagnant-gagnant. Nous avons donné l'impression, tout pendant les 42 ans, que nous ne devrions pas défendre nos intérêts, que nous devrions plutôt faire très attention aux demandes et aux sollicitations des autres sans tenir compte de nos propres intérêts. Quant aux structures régionales, nous disons que il faudrait que ces structures soient l'émanation des peuples. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces structures sont des structures administratives qui ne correspondent pas à la réalité locale, à la réalité que vivent les différents peuples de ces communautés. On aurait l'impression que nos différents chefs d'État veulent créer des clubs qui leur permettent de se retrouver, mais il n'y a pas des objectifs bien précis, il n'y a pas des objectifs bien déterminés pour que l'ensemble de ces populations se rendent compte que nos différents chefs veulent l'unité de l'ensemble de l'Afrique centrale. Si vous avez des réformes à initier, elles iraient dans quel sens? Mais on commence, je ferai d'abord le point de la situation avant de proposer des réformes. Je discuterai avec nos pairs de manière que nous déterminions ensemble l'orientation à donner à ces différentes institutions. Nous avons un problème important, c'est le problème de la monnaie. Le franc CFA va-t-il être éternellement la monnaie garantie par la France pendant combien d'années, pendant combien de siècles? C'est un sujet. Monsieur Luc Bengono, oui. On pourrait penser que... Je vous en prie. Oui. On pourrait penser que l'arrimage du franc CFA au Trésor français est une sécurité pour les économies de la sous-région. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, en battant notre propre monnaie, de faire faillite? C'est ce qu'on vous fait croire. Quelle est la monnaie qui ne fait pas faillite dans le monde? Et d'ailleurs, ce sont ces faillites qui font en sorte que les économies se ressaisissent, se réorganisent. Ça peut arriver à n'importe quel pays. Mais ce n'est pas cela qui doit justifier le fait que pendant 40 ans, 50 ans, le CFA soit arrimé au Trésor français. Nos économies sont-elles préparées? D'ailleurs, nous proposons, si nous passons au pouvoir, je sais que la France ne l'apprécierait pas, que chaque zone monétaire envoie 2 représentants à la direction du Trésor français pour voir les différents mouvements qui s'effectuent à ce niveau-là. Est-ce que nos économies sont préparées déjà à cela, monsieur? Mais nous avons des banques centrales qui ont quand même des spécialistes, monsieur Mundunga. Bien. Nous avons des banques centrales, une banque centrale. 2 questions qui vous restent. À Yaoundé, nous avons une autre
en Afrique de l'Ouest, qui sont dotés de cadres compétents, d'ailleurs formés par la France. Que représente pour vous l'Union africaine? Est-ce le prolongement du panafricanisme prôné par les pères fondateurs de nos indépendances? Mais nous revenons toujours au même phénomène. C'est-à-dire que l'Union africaine est une institution, mais est-ce que nous créons l'Union africaine pour imiter les autres? Est-ce que nous faisons l'Union africaine en nous fixant certains objectifs, en nous disant notre l'horizon 2030, hein, nous aurons un gouvernement africain. Il faudrait qu'il y ait moins d'influence des pays occidentaux en Afrique. Vous savez, il y a une partie qui dépend de la France, les anciennes colonies françaises, où il y a l'influence de la France. Il y a des anciennes colonies anglaises, où vous retrouvez l'influence de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et vous avez l'influence des pays Maghreb, qui sont des pays musulmans. Vous avez l'ensemble de ces phénomènes-là dont il faut tenir compte. Et pour que vous puissiez constituer une entité, il faut une analyse approfondie. Et nous avons l'impression que certains vont un peu plus vite. À un moment donné, je crois qu'au niveau de l'Union africaine, on avait conseillé le renforcement des unités régionales. Et en renforçant les unités régionales, progressivement, on dégagerait les priorités au niveau africain. Vous appelez à la réforme de l'Organisation des Nations Unies. Oui. De quoi voulez-vous parler exactement? Mais cette réforme avait déjà été envisagée depuis plusieurs années déjà. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi cela ne se réalise pas. Vous avez, il y a 5 représentants permanents aux Nations Unies. Il faut que des pays africains, eux aussi, un poste permanent aux Nations Unies. Mais si dans l'OTAN, cela avait été institué alors que nos États étaient des colonies, mais maintenant qu'on estime que nous sommes indépendants, il n'y a pas de raison que des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et autres pays ne puissent pas représenter l'Afrique au sein de l'ONU. Il faudrait également qu'on revoie les mécanismes d'intervention, qu'on revoie les relations qui peuvent exister entre ces unités, hein, ces entités qui existent avec l'Afrique et surtout les pays africains. Est-ce qu'on tient compte de nos avis? Vous remettez en question les programmes d'ajustement structurel dictés par les institutions de Bretton Woods. Pouvez-vous nous dire un peu ce qui dicte votre décision? Mais vous savez, ce n'est pas encore une décision. Nous disons que la plupart des décisions de ces institutions ne semblent pas tenir compte des besoins réels de nos populations. Et si vous examinez les décisions des fonds monétaires, de la Banque mondiale, très très souvent, ils ne tiennent qu'à protéger les capitaux des investisseurs étrangers. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui prêtons le flanc à cause de notre malgouvernance? Mais si vous pensez que c'est nous qui prêtons le flanc, pourquoi prêtons des fonds à ceux-là? S'ils savent que la gestion ne se ferait pas dans les normes. Il y a certains qui étaient au pouvoir depuis plus de 40 ans. Et quand j'étais fonctionnaire, nous nous sommes aperçus que pendant longtemps, certains emprunts extérieurs ne passaient pas par nos services. Je le disais d'ailleurs tout à l'heure, qu'il faut absolument qu'on nous fasse le développement de l'encours de la dette gabonaise. Expliquez ça bien aux téléspectateurs. Oui, je voudrais dire que nous payons la dette à l'extérieur. Nous avons pris ces emprunts quand? Et c'était pour faire quoi? Il faut que le peuple le sache. On nous dit on doit. On doit à qui? Et pourquoi?
qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent? Vous voyez dans quelle situation se trouve le Gabon. Et on dit que le Gabon a une dette très très importante. Mais cet argent est arrivé quand? Et il devait servir à quoi? Donc, puisque vous ne savez pas, vous posez toutes ces questions, ça veut dire que quand vous arrivez au pouvoir demain, vous n'allez pas payer cet argent-là? Je dis bien que je voudrais bien savoir si j'arrive au pouvoir demain, mais qu'on me dise à quoi a servi cet argent et qui l'a donné et à quel moment. Monsieur Koumba, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre pays. C'est notre pays à nous tous. Moi, je ne suis qu'une petite entité de ce pays. Vous-même, vous êtes un homme politique, Monsieur Luc Bongono. Monsieur Koumba, vous êtes devant quand même les futurs présidents de la République. Ce n'est pas quand même une position que vous pouvez négliger. C'était une position très importante. Mais je suis tout à fait d'accord avec, et c'est pour... Nous invitons Monsieur le requérant Bengononsi à faire ses observations relativement au rapport qui vient d'être lu. Je rappelle que, conformément à la demande faite tout à l'heure, et demande qui a été qui a retenu toute notre attention, vous avez requérant comme défendeur au maximum 6 minutes pour faire vos observations par rapport au rapport qui vient d'être lu. Je vous passe la parole, Monsieur Bongono. Merci bien, Madame le Président. Je voudrais préciser à l'attention de Madame le Président et Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle que le dossier qui est entre vos mains concerne l'État et concerne la République gabonaise. Ce n'est pas un dossier Bengono, comme certains peuvent le penser. La Constitution gabonaise dit que celui qui a acquis la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter aux élections. Cet article veut également que si quelqu'un arrive à tromper la vigilance des organes chargés d'organiser les élections, et si on découvre après qu'il n'a pas d'origine gabonaise, qu'il a acquis la nationalité, son élection est immédiatement cassée. Je tenais à le préciser. Le deuxième point, je remarque dans le rapport, il y a certains points qui n'ont pas été soulignés. J'avais souligné dans mes documents, et je les ai joints d'ailleurs, que l'article, le journal La Une, a soulevé un point suffisamment important. Ce journal, vous avez ces éléments dans le dossier, signale que le dossier Ali Bongo à la CENAP avait des incohérences. Dans certains documents, sa date de naissance était le 9 juillet. Dans d'autres documents, sa date de naissance était le 10 juillet. Et le journal La Une dit l'homme aux 2 naissances. Et j'ajouterai tout à l'heure l'homme aux 3 naissances, puisque sa mère dit dans le rapport tout à l'heure qu'Ali Bongo est né le 2 février. Quel est cet homme qui est né 3 fois? Vous aurez à en apprécier. Ce document, vous l'avez certainement reçu. Dans ma déclaration, j'ai joint lors de l'audition un document dans lequel j'avais pris sur Internet, je le dis à haute intelligible voix, qui disait que Alain Bongo ou Ali Bongo serait le fils d'Odjoukou. Et ce document, je l'ai joint en donnant également, là-dedans se trouve le nom de la mère d'Ali Bongo. Ce document est dans le dossier. Je ne vois pas trop pourquoi on ne le souligne pas ici. On a même joint les photos.
les photos de Djokou et les photos d'Ali Bongo pour voir les traits de ressemblance. Ce document est entre vos mains. Je me demande pourquoi cela n'est pas souligné ici. Je continue à dire qu'il s'agit du Gabon, qu'il s'agit de l'avenir du Gabon. La partie adverse veut souligner, et ça me permet de revenir là-dessus, qu'on n'a pas joint à ce dossier les pièces authentiques. Madame le Président, la note du journal La Une nous explique dans quelles conditions ce document a été établi. La Cour, la Commission nationale électorale, au lieu de rejeter le dossier d'Ali, on a dépêché sur les lieux l'ancien procureur, je crois à la Bafal, plus quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse établir un autre document. Et c'est ce document qui est là, que je vais vous remettre. Et là, Ali Bongo est né le 9 février. Sa mère a dit qu'Ali Bongo est né le 2 février. Et nous estimons également que quelqu'un qui est né à l'extérieur du Gabon, son acte de retransmission doit se faire au 1er arrondissement et pas au 3e arrondissement qui est géré par le parti CLR, qui est censé être le parti, dit-on, de son nom. Donc là-dessus, il y a suffisamment d'éléments qui ne sont pas convaincants. Je dis que le problème qui est posé est un problème gabonais. Je vous signale au passage que même ce matin, j'ai pris ce document et j'ai porté plainte pour faux et usage de faux. Il faut que le Gabon soit un pays de droit. Un pays de droit. Je vous donnerai également une photocopie de cet acte. Nous voulons dire, Madame le Président, que aujourd'hui, nous nous adressons à vous. C'est la grande instance qui doit défendre les droits à la fois constitutionnels et les droits électoraux. L'article 10 de la Constitution ne souffre d'aucune prescription. Vous-même qui êtes là, Madame le Président, en dehors de la robe, vous êtes une dame. Au cours des querelles de ménage, d'arriver qu'on dise à haute et intelligible voix à Dame Kama qu'elle n'a jamais fait d'enfant. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Donc, quand vous aurez à traiter ces dossiers, vous êtes magistrat. Le magistrat juge selon le droit et juge également suivant son intime conviction. Vous avez l'avenir du Gabon entre vos mains. Mesdames et messieurs les conseillers, nous aurions été comme certains que nous n'aurions pas pris la responsabilité de poser ce problème. Mais je suis dans le combat politique depuis 28 ans parce que je n'accepte pas, nous n'acceptons pas au Morena que l'État gabonais soit une chose personnelle. L'État gabonais ne doit pas être une chose personnelle. Je vais vous remettre, ou bien je remettrai au greffe l'ensemble des opérations que nous avons parce que vous on ne devra pas. Je vous dis, mon âme et conscience, et en son âme et conscience, il n'est pas gabonais. Voici la pièce de naissance qu'on a bricolée. Et je demande que vous puissiez également vous adresser à la Commission nationale électorale pour lui demander pourquoi elle peut rejeter certains dossiers. Les 6 minutes sont terminées, M. Bongono. Oui, je vous en prie, le problème est tellement important, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, le Gabon ne devrait même pas limiter le temps. Nous le savons. Voilà, on ne devait pas limiter le temps. Je vais vous laisser ces documents parce que j'ai été à votre greffe vendredi dernier. On a rejeté mes documents. Maître, veuillez recevoir les pièces, mais je voudrais, attendez, Monsieur Bengononsi, je vous en prie. La procédure devant la Cour, elle est écrite, elle est contradictoire.
Alors, je ne sais pas si ces documents, vous en avez prévu aussi, vous allez les passer à la partie si elle veut, je suis prêt à la oui, passer. mais qui aura certainement à réagir. Mais bien sûr. Donc, vous aurez dû les déposer avec votre requête à l'audition lorsque vous avez été reçu. Mais écoutez, communiquez-les au greffier, la Cour appréciera. Mais Madame le Président, vous Non, savez c'est que fini, ce dossier, terminé. ce Monsieur dossier Bongono, évolue. veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous passons à autre chose. De vote. Vous avez 5 minutes. Non, 6. Non, 6. Madame le Président de la Cour, Madame et Messieurs de la Cour, je ne serai pas juriste puisque je fais la politique. Je voudrais saisir l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui pour vous dire assez simplement que nous ne sommes pas ici à une compétition d'intelligence et de finesse. Qui dira le meilleur mot, qui sera plus habile que l'autre? Le problème qui est posé devant vous aujourd'hui est le suivant. Il y a eu une élection présidentielle le 30 août et l'ensemble de la classe politique trouve que cette élection ne s'est pas déroulée dans de bonnes conditions. Je peux rappeler ici que le groupe de l'opposition avait saisi le Conseil d'État pour annuler ou pour reporter cette élection. Le Conseil d'État n'a jamais répondu. Nous allons continuer à vous dire que nous ne sommes pas là pour nos beaux yeux ou pour le spectacle. C'est l'avenir d'un État qui va se décider entre vos bras, entre vos mains ce soir. Et vous aurez devant vous Dieu et le peuple gabonais. Je voudrais vous signaler, ce monsieur est dans la salle, avant les élections, au Laïko. Il trouve un couple, ce qu'on peut appeler un couple par hasard, qui discutait au Laïko. Et ce couple disait, et parmi le couple il y avait un pasteur, que finalement, Ali devra remporter l'élection à 41%. Avant l'élection. Pourra remporter, mais il pourra citer les noms au besoin. 41%. Et nous sommes aujourd'hui, il me semble que j'ai même perdu 48 voix là, d'après. Vous ne m'avez pas donné l'explication parce que j'avais 250 voix au premier résultat et aujourd'hui j'ai 241 voix ou 242. Et vous pensez qu'avec cette gymnastique, on peut estimer que cette élection se déroule dans de bonnes conditions? Madame le Président, je voudrais également le dire devant le secrétaire général du PDG qui est là, que certains PDGistes disent dans les quartiers que pour eux, à une élection, ils peuvent bourrer les urnes, ils peuvent falsifier. L'essentiel est qu'ils soient élus et il appartient à la partie adverse de démontrer le contraire. Et je crois que depuis que je viens ici, ce principe se justifie, enfin, se vérifie. Ils font ce qu'ils veulent et il appartient à nous qui ne connaissons pas le droit de démontrer le contraire. Et c'est très grave, parce que c'est la démocratie qui est tuée. Je voudrais continuer, madame, en vous disant que, avant que je ne vienne ici, j'ai cherché des avocats. Certains m'ont dit, monsieur Bengono, vous n'aurez qu'à vous défendre tout seul, puisque tout est ficelé. Vous ne changerez plus rien. Ali sera déclaré élu. Et entendre les différents rapports, entendre les irrécevabilités, ainsi de suite, je suis assis là, je me dis, ce que j'ai pu entendre va se révéler. Et je risque de vous maintenir pendant longtemps. Je voudrais vous dire, vous demander, qu'est-ce que nous faisons exactement? J'ai ici la lettre du continent du 8 qui annonce en page 7 que ce soir, il est possible qu'on fasse d'Ali Bongo le grand maître des Lumières. Voici ce document.
Donc tout ce que nous sommes en train de faire n'est que de l'artifice. Les décisions sont prises ailleurs. Les décisions sont prises ailleurs. Mais nous voulons et nous nous battons toujours pour que le peuple gabonais puisse exercer sa souveraineté. En 1993, le président Bongo était élu, déclaré élu à 51,18%. Et à l'époque, le défunt Isaac Nguema, que Dieu ait leurs âmes, nous disait que 2 semaines avant l'élection, un conseiller français lui disait à Addis Abeba que Bongo sera élu à 51,18% parce que c'est la décision qui a été prise au Quai d'Orsay. Et je me demande aujourd'hui si les 41% d'Ali qu'on attribue à Ali Bongo aujourd'hui n'ont pas été décidés au Quai d'Orsay. Et voilà pourquoi on ne prend pas le temps de confronter les procès-verbaux. Voilà pourquoi vous voulez faire vos opérations internes sans que nous, qui sommes partis à l'élection, nous puissions être présents. Attention, Dieu est là. Et l'avenir vous regarde. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Bengono-Ntsi. Bonjour frères et sœurs, ou bonsoir encore. C'est Bilolo de Jésus encore qui vient vous parler sur le même sujet, les crimes rituels au Gabon. Ces crimes-là aujourd'hui qui terrorisent, qui fustent, qui apportent le désespoir dans les cœurs et âmes des Gabonais et des Gabonaises. Nous disons assez. Nous en avons marre. Aujourd'hui même encore, ou je dirais hier, according to everybody time, ou bien allocation, le 4 juin 2013 là, on a retrouvé au niveau de l'Union, la zone industrielle, 2 ou un gros sac de 50 kilos d'organes. My God! Des organes féminins. Que ce soit la partie génitale ou encore le cœur et d'autres membres peut-être qui n'ont pas été identifiés. Imaginez-vous 50 kilos. Mon Dieu, un gros sac de riz comme ça là. Mais d'organes. Combien de personnes ont été tuées? Seigneur, paix à leur âme ces personnes qui ont été décapitées comme des viandes. Sans scrupule quoi. Mon Dieu. Écoutez, hein, j'ai un verset biblique à lire avant de continuer ce que j'ai envie de dire. Je prendrai dans Ésaïe 55, verset 6. Dieu dit, hein, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, hein, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant, je répète bien, que le méchant, dit la parole de l'Éternel, dans verset 7, abandonne sa voie. Et que l'homme de rien, ses pensées, il abandonne aussi. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu. Oui, oh, qu'il retourne à l'Éternel. Que le méchant abandonne sa voie. Ou encore, l'homme de rien ses pensées. Amis, frères, sœurs, grands-pères, cousins, je ne sais pas. Toi qui pratiques le crime rituel. Toi qui es assis chez toi à la maison, tu payes des personnes, des individus, eux je vais parler d'eux après aussi, afin de pouvoir obtenir pouvoir, poste, quoi encore je dirais. D'abord le pouvoir, là on va dire le pauvre l'argent, c'est pour quoi? Les voitures, impressionner les femmes, montrer que tu es un peu réussi dans ta vie. Réussi même avec quoi? Dans un job, comme on dit au Gabon. Tu réussis dans un job parce que tu réussis avec le sang, l'âme des gens pour travailler pour toi. Tu ne réussis même pas avec ce que tu allais étudier. Les gens allaient décapiter quelqu'un qui a le même âge que ton neveu et ta nièce. Et tu es fier de dire sur la télé ou bien raconter que j'ai des enfants par-ci, par-là. Vraiment? Je comprends.
Tu n'as plus le cœur pour pouvoir avoir mal. Puisque ce qui t'intéresse, c'est d'être riche, d'être bien aisé. Donc l'enfant, comme je me répète encore par rapport à ma première vidéo là, l'enfant de l'autre que tu as tué là, qui pour toi n'a pas d'importance, même s'il vivait dans des situations terribles, qui ne t'a même pas demandé quelque chose. Parce que quand tu le tues là, c'est pour ton... Ces personnes-là qui veulent construire le Gabon, pas sur des choses comme ça là, des choses pitoyables comme ça là, qui ne vont même pas faire avancer le pays. Le pays est en train de trimer, il n'avance pas. C'est à cause des individus comme vous. Parce que quoi, vous mettez au devant quoi, les sectes. Et d'ailleurs même, qui parlait même de l'histoire des africanisme ou quoi là. Si vous voulez promouvoir l'Afrique, vous voulez aujourd'hui que, soi-disant, je mette en griffe, les Noirs puissent s'en sortir et réussir. Oui, il faut d'abord appliquer ce qui est des Noirs. Qu'est-ce qui est des Noirs? Vous ne pouvez même pas appliquer vos mœurs et vos coutumes ou tout ce que vous avez été inculqué. Je ne parle pas de faire de s'envoyer des fusils nocturnes et puis c'est finir, hein. De pouvoir utiliser ces cultures, ces connaissances-là pour pouvoir réussir, développer votre pays. Parce que les pays, les autres se développent avec leur culture. D'ailleurs, même, ils ont même perdu un peu. Certains d'entre eux ont perdu. Si tu pars aux États-Unis, je ne sais même pas s'il y a une culture spécifique puisque tout est déjà mixte. Mais malgré ça, ils essaient quand même de se construire quelque part. Mais comment peut-on construire le Gabon? Mais avec nos connaissances. Ce que nos cultures, tout ce qui était, enfin, tout ce qui est du Gabon, tout ce qui est acquis du Gabon nous permet de réussir. Ok, on veut réussir, on dit que oui, on veut copier par exemple l'Europe, l'Amérique. Oui, certes. On tire, on apprend de ces pays-là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour développer notre pays? Il faut jumeler tout pour pouvoir avancer. Mais on ne peut pas avancer en prenant les mauvaises choses. Les mauvaises choses que vous prenez, c'est quoi? Ce sont les sectes là où vous tuez, vous faites des sacrifices, vous faites des trucs. Mais ça n'emmène à rien. Vous ne faites que mettre des familles dans des souffrances. Vous ne faites que détruire des personnes. Vous ne faites que vraiment, je ne sais pas, dévaster un endroit. Combien de pays, combien de personnes nous sommes? Une petite superficie de pays des Gabon de 600, 600, 700 000 km² là, c'est vraiment ça là seulement. 1 500 000 habitants. Si on est vraiment 1 500 000 habitants, comme je le dis souvent. Vous voulez exterminer tous les Gabonais, quoi. Mais enfin, en plus c'est ton propre frère, ta propre soeur comme toi, et tu ris le matin avec quelqu'un, tu es là, tu montes tes dents, tes vieilles dents là, alors que tu as une âme pourrie qui sent, vous venez emmerder les gens. Non mais excusez-moi, moi ça me met en rage, quoi. Moi, j'en ai marre, ça me fait très mal de voir ça. 50 kilos, my God, d'organes dans un sac. Seigneur, vraiment, paix, vraiment, paix, vraiment, Seigneur, si tu peux accueillir ces âmes entre tes mains, quoi. Innocentes âmes. Maintenant, je parle de l'autre. Toi qu'on paye pour pouvoir aller faire le crime là. C'est vrai ça. Tu as la force, que tu prennes la drogue ou tu ne te drogues pas. De voir quelqu'un comme ça là. Quoique apparemment, according de tout ce que j'ai lu, parce que quand vous faites vos sacrifices là, il faut que la personne soit en vie puisque vous devez mutiler la personne en vie. Sincèrement. Toi tu respires, tu te laves. Soit disons voilà, on t'a donné les 1 million pour aller t'acheter des fringues ou bien pour nourrir ta famille. Donc tu viens, tu vois la personne mourir, tu as quand même la force de pouvoir ouvrir son ventre, trouver son cœur, son torse pour pouvoir retirer des choses. Sa partie génitale. Mais enfin, tu as une mère qui t'a mise au monde. Sans scrupule. Mais bon, ce n'est pas de votre faute. De toutes les façons, comme l'Éternel a dit, détournez-vous de vos voies. Parce que comme Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas seulement détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait la sodomie ou bien parce qu'ils étaient pervertis d'une certaine façon, mais parce que le péché avait atteint un niveau. Frères et sœurs, famille, amis, faites des efforts. Moi, je vous dis déjà, la solution n'est plus seulement au niveau question des hommes. Oui, c'est vrai, on va appeler peut-être, on va faire recours aux États-Unis, au président des États-Unis, ou bien je ne sais pas, pour venir aider la population gabonaise, etc., etc. Ouais, mais jusqu'à présent, on continue à tuer. Même aux États-Unis, on fait des crimes. Donc maintenant, je ne sais pas qui va venir aider qui là. La seule voie maintenant qui nous reste, c'est Dieu. Oui, vous allez me parler des églises. L'église ne détermine pas exactement Dieu, même si ça fait partie de ce que Dieu a établi pour qu'on puisse quand même l'adorer et le louer. Mais quoi que je sache, l'église, c'est d'abord le cœur. L'Éternel dit là où deux ou trois sont assemblés, il est présent. Cherchons l'Éternel. S'il faut le faire chacun dans nos maisons, dans nos familles, faisons l'Éternel, réunissons-nous, faisons des jeûnes au Gabon. Comme Esther a fait. Elle a fait 3 jours, ils ont fait 3 jours de jeûne à sec. Prions pour le Gabon, pour tous ceux qui ont compassion et qui pensent à leur pays, qui voudraient que le Gabon change de statut, qui voudraient que Dieu fasse quelque chose pour le Gabon. Parce que la prière du juste est d'une grande efficacité et notre prière en groupe, en un cœur et sincère, l'Éternel va nous écouter. Dieu va nous écouter parce que même Abraham avait demandé aux anges, quand Dieu avait parlé, il a envoyé les anges, il a dit que non pour Sodome et Gomorrhe. Maintenant, s'il y avait 5 ou 10 personnes qui prient, Seigneur, est-ce que Sodome et Gomorrhe peuvent être épargnés? L'Éternel a dit, il n'y a pas de problème.
Alors ne soyons pas de ceux-là qui n'allons même pas avoir quelqu'un qui vient réclamer à l'Éternel. Il a dit, invoquez-moi le jour de la détresse. Mais la détresse du Gabon est grande. La détresse du Gabon est grande parce qu'on est en train de se détérioriser d'une façon terrible. Mostly, on va dire, psychologically. Parce que oui, c'est dans le psychisme. Les gens sont démoralisés. Ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus de force. Ils vont aller où? Comme je dis, c'est plus question d'aide de d'autres pays. Non. C'est question maintenant qu'on est sur un plan spirituel. Ce n'est plus sur le plan physique. Oui, à le plan physique, on décapite les gens. Mais là, maintenant, le problème du Gabon, hein, déjà même que sur le plan territorial, on sait déjà que ça a été déjà... On n'est même pas d'abord à ce niveau. On est au niveau du fait qu'on a besoin de Dieu. Vous avez besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'appeler à Dieu, d'implorer, de plier nos genoux, de faire un jeûne en commun accord. Que ce soit un jeûne de 1 mois, je ne sais pas. Whichever de jeûne qu'on va choisir, it doesn't matter. Le plus important maintenant, c'est d'invoquer l'Éternel pour que Dieu ait compassion du Gabon. Pour que Dieu vienne établir sa force. Parce qu'on peut appeler les policiers, tout ça là, ça ne va rien changer. Et d'ailleurs même, aujourd'hui, ceux qui font des crimes rituels, ils sont tous, il y a des complices dans tous les domaines, dans tous les niveaux. Écoutez, essayez de lire, allez-y lire Rebecca Brown. Ça s'appelle He Came to Set the Captive Free. En français, on dit, je pense, il est venu pour libérer les captifs. Elle s'appelle Rebecca Brown. C'est un livre que c'est une Américaine qui l'a écrit. Elle a vécu dans les histoires d'occultisme et qui connaît un peu ce qui se passe, quoi. Essayez un peu de chercher, ou bien même pas forcément, il y a plusieurs personnes qui ont écrit, qui dévoilent des choses, qui sont en train de condamner ces choses-là et qui font comprendre que l'importance aujourd'hui, c'est Dieu. Cherchons Dieu. Implorons Jésus qui chasse les démons avec son nom. Implorons Jésus qui vient encore briser toutes ces puissances sataniques, démoniaques, qui viennent encore détruire la nation. Je parle de mon Gabon parce que je suis née au Gabon. Je suis une Gabonaise et j'en suis fière de l'être. Mais comment être encore fière d'être Gabonaise? Dehors, qu'est-ce que je dirais du pays? On me dit que je sais quoi? Je dis que bon, moi Bilolo, je suis Gabonaise. Ah ouais, le Gabon, on sacrifie les gens, on tue les gens comme la farine. Enfin, vous voulez les touristes, vous voulez l'économie, vous voulez changer. Changer comment? Comment? Et les gens qui envoient pour tuer. Et les criminels eux-mêmes. D'ailleurs, même quand on fait les campagnes, ils n'ont rien à foutre, ils se foutent même de nous, quoi. Mais il y a des amateurs, on va toujours parler. S'il faut qu'on parle, on va prier, on va parler. La Bible dit prier sans cesse. De même manière, nous allons toujours dire, nous ne voulons plus stop au crime rituel. Nous ne voulons plus de ça au Gabon. Ça n'amène rien, ça n'avance rien. Tous ceux qui sont dans les sectes là, vous savez très bien que ça ne vous apporte rien. Bon, c'est vrai, peut-être que vous avez le poste là. Mais jusqu'à quand? Puisqu'à chaque fois on vous redemande encore des sacrifices. Vous allez sacrifier jusqu'à quand? Vous allez mourir. Mais n'oubliez pas que vos générations, 4 générations, peut-être même plus de 4, 5, ils vont payer ce que vous êtes en train de faire, hein. Ils vont payer ce que vous êtes en train de faire. Mais là, je ne parle même pas seulement de vos familles. Je parle de ceux qui sont endeuillés, mais je parle aussi de l'état du Gabon. Parce que si le Gabon ne fait pas attention, ah ben là, je vous promets que ça va être dangereux. Ce n'est que le commencement. Les autres ont eu les tsunamis, non? Vous ne voyez pas ça. Les autres ont les tremblements de terre. Gabon, pays béni, Dieu n'a pas encore permis ça. 1 million comme ça, là. Il suffit seulement d'avoir un petit tsunami, là, c'est fini pour les Gabonais. Mon Dieu, on a des parents là-bas. Non, mais non, n'attirons pas la colère de l'Éternel vers nous. Oui, c'est vrai, la Bible nous a déjà averti que Satan viendra faire ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. Mais alors, c'est à ce moment-là où l'apostasie doit s'éloigner. Les gens ne doivent plus faire... J'ai pour habitude de dire Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. J'ai pour habitude de dire Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous resterons. Pensons à notre pays.